Le 14e jour. Le carrelage froid de la salle de bain était devenu mon seul compagnon. Une plaque de glace contre ma peau brûlante de fièvre. Mon corps n'était plus qu'un squelette fragile. Un amas d'os et de souvenirs. L'air était rare. Lourd. Chargé de l'odeur de ma propre décomposition. Dehors. Le soleil de Provence devait être écrasant. Mais ici. Dans ma prison de faïence. Seule une lumière blafarde filtrait par la petite fenêtre en hauteur. Une lucarne vers un monde qui m'avait oublié. Mes pensées étaient confuses. Des fragments de vie qui flottaient dans un brouillard épais. Parfois. Je voyais le visage de mon mari. Mort depuis 10 ans. Son sourire triste me disant de tenir bon. D'autres fois. C'était le rire de mon petit-fils. Léo. Un son cristallin qui me déchirait le cœur. Et puis. Il y eut un bruit. Lointain. Presque irréel. Le crissement des graviers sous le poids de pneus. Était-ce une hallucination? Une autre torture de mon esprit affamé? J'ai tendu l'oreille, retenant le peu de souffle qui me restait. Le bruit s'est rapproché. C'était bien une voiture. Il revenait. Une vague d'énergie improbable. La dernière sans doute? A traversé mes membres inertes. J'ai rampé vers la porte. Mes ongles grattant le bois massif. Une seule pensée? Un seul nom. Murmuré par des lèvres sèches et craquelées, Julien. La peur a submergé l'espoir. Que allait-il trouver? Que allait-il se passer quand cette porte s'ouvrirait enfin? Mon esprit a lâché prise. Il est retourné en arrière. 14 jours plus tôt. Au début de tout. Le voyage jusqu'à la maison de campagne avait été baigné de cette lumière dorée si particulière au mois d'août en Provence. Assise à l'arrière de la voiture, je regardais les paysages défiler. Un ruban de vigne. De champs de lavande d'un violet intense et d'oliviers aux feuilles argentées. Le chant des cigales était assourdissant. Une promesse de chaleur et de journées paresseuses. À côté de moi, Léo, mon petit-fils de 7 ans, avait le nez collé à la vitre, s'émerveillant de tout. Mamie. Regarde. Un tracteur. Il est tout rouge. Je lui souriais, caressant ses cheveux blonds. Je vois ça. Mon trésor. À l'avant. Mon fils Julien conduisait. Le sourire aux lèvres. Il aimait cet endroit. C'était la maison de ses grands-parents. Un lieu chargé de souvenirs d'enfance qu'il voulait maintenant partager avec sa propre famille. C'était la première fois que nous y passions des vacances tous ensemble. Chloé, sa femme, était assise côté passager. Elle était silencieuse. Comme souvent. Son regard semblait fixé sur la route. Mais je savais qu'il était ailleurs. Depuis 4 ans qu'elle était entrée dans notre famille, Chloé restait une énigme pour moi. Belle. Avec un visage de porcelaine et de grands yeux sombres. Elle dégageait une sorte de fragilité qui, je le sentais, cachait une force insoupçonnée. J'avais tout fait pour l'accueillir. Pour la mettre à l'aise. Mais un mur invisible se dressait toujours entre nous. Un mur poli. Courtois. Mais infranchissable. On y est presque. Lança Julien d'une voix joyeuse. Bientôt. Nous avons quitté la route principale pour nous engager sur un chemin de terre bordé de cyprès. Et puis. Elle est apparue. La Bastide. Une vieille bâtisse en pierre sèche. Avec des volets d'un bleu passé par le soleil. Un immense figuier projetait son ombre sur la terrasse. C'était rustique. Authentique. Magnifique. À peine la voiture arrêtée. Léo s'est précipité dehors. Courant dans l'herbe autant riant aux éclats.
Julien a sorti les bagages du coffre. Je suis sortie à mon tour, respirant à plein poumon l'air chaud parfumé au thym et au romarin. C'est encore plus beau que dans mes souvenirs, ai-je dit à Julien. Il m'a serré dans ses bras. Je suis content que tu sois là. Maman. Chloé nous observait de loin. Une expression indéchiffrable sur le visage. Je me suis approchée d'elle, essayant une nouvelle fois de briser la glace. C'est magnifique. N'est-ce pas, Chloé? Un véritable havre de paix. Elle a eu un léger hochement de tête. Oui. A-t-elle simplement répondu? Sans me regarder. Son attention était déjà tournée vers la lourde porte d'entrée en chêne. Les premiers jours se sont déroulés dans une atmosphère étrange. Un mélange de joie enfantine et de tension latente. Les rires de Léo remplissaient la maison et le jardin. Lui et moi passions des heures à construire des cabanes, à chercher des lézards sur les murs en pierre ou à lire des histoires à l'ombre du figuier. Julien, lui, s'affairait à de petites réparations. Heureux de renouer avec ce lieu. Chloé restait en retrait. Elle préparait les repas, s'occupait du linge, avec une efficacité silencieuse. Elle était présente physiquement, mais son esprit semblait toujours vagabonder. Les conversations à table étaient souvent menées par Julien et moi. Chloé ne participait que par des phrases courtes, des réponses évasives. Un soir, alors que nous dînions sur la terrasse, j'ai tenté de la faire parler de son travail. Elle était traductrice littéraire, un métier solitaire qui lui convenait. Je supposais. Alors, Chloé, votre projet actuel avance bien? J'imagine que le calme d'ici doit être propice à la concentration. Elle a posé sa fourchette. Lentement. Ça va, a-t-elle dit. Un silence s'est installé, seulement troublé par le chant des grillons. Julien, sentant le malaise, a aussitôt enchaîné sur un autre sujet. Demain, on pourrait aller au marché de Gordes. Qu'est-ce que vous en dites? Ils ont des fruits et des légumes incroyables. Et Léo adorerait. Léo a applaudi. Oui. Le marché. Le regard de Chloé s'est brièvement posé sur moi. Une lueur froide, presque hostile, a traversé ses yeux sombres avant de disparaître aussi vite qu'elle était apparue. Je me suis sentie mal à l'aise. Comme si j'avais commis une faute sans savoir laquelle. Étais-je trop intrusive? Trop. Belle-mère? Je me posais sans cesse la question. Je voulais sincèrement aimer la femme que mon fils avait choisie. La mère de mon petit-fils. Mais elle ne me laissait aucune prise. Le lendemain matin, l'ambiance était plus légère. L'idée de la sortie semblait avoir dissipé une partie de la tension. Pendant le petit déjeuner, Julien a détaillé son plan. On part vers 10 heures. On se promène au marché. On achète de quoi faire un super pique-nique. Et on trouve un coin sympa près de la rivière. Ça te va? Ma chérie? A-t-il demandé à Chloé. Elle a hoché la tête. Un faible sourire aux lèvres. Parfait. Et toi? Maman? Tu viens avec nous? Bien sûr? J'ai hésité. Une partie de moi avait envie de partager ce moment avec eux. Mais une autre partie, fatiguée de cette tension constante, aspirait à un peu de solitude. Je sentais que ma présence pesait sur Chloé. Et par conséquent, sur l'équilibre fragile de leur couple. C'est très gentil. Mon chéri. Mais je crois que je vais rester ici. La chaleur m'a un peu fatiguée ces derniers jours. Une journée tranquille avec un bon livre? Ça me fera le plus grand bien. Julien a paru déçu. Tu es sûr? Absolument.
Profitez bien de votre journée. Ramenez-moi un peu de nougat. Ai-je ajouté avec un clin d'œil pour dédramatiser. Chloé n'a fait aucun commentaire. Elle a simplement continué à beurrer sa tartine, le regard baissé. Je n'ai pas pu savoir si elle était soulagée ou indifférente. Pendant qu'il se préparait, je me suis installée dans un fauteuil en osier sur la terrasse. Le soleil commençait à taper fort. J'entendais leurs voix à l'étage, les rires de Léo, les instructions de Julien. C'était une scène de bonheur familial ordinaire. Une scène dont je me sentais de plus en plus exclue. Je n'étais pas une actrice, juste une spectatrice. Quand ils sont descendus, Léo a couru vers moi pour m'embrasser. Tu vas nous manquer, mamie. J'ai serré sa petite main dans la mienne. Vous aussi. Vous allez me manquer. Soyez sage. Julien m'a embrassé sur le front. On ne rentrera pas trop tard. Appelle-moi s'il y a quoi que ce soit. J'ai souri. Tout ira bien. Allez. Filez. Mon regard a croisé celui de Chloé. Elle se tenait près de la porte, son sac à main sur l'épaule. Pour la première fois de la matinée, elle m'a regardé directement. Elle a esquissé un sourire. Un sourire si fin qu'il en était presque imperceptible. Reposez-vous bien, Hélène, a-t-elle dit d'une voix douce. Cette douceur soudaine m'a surprise. Peut-être que je me faisais des idées. Peut-être que j'étais simplement paranoïaque. J'ai décidé de prendre ces mots pour ce qu'ils étaient, une marque de politesse. Un souhait sincère. Merci. Chloé. À ce soir. Je les ai regardés monter en voiture, Léo me faisant de grands signes de la main par la vitre arrière. La voiture s'est éloignée, soulevant un nuage de poussière. Le bruit du moteur s'est estompé, et le silence est retombé sur la maison. Un silence profond. Total. Seulement habité par le bourdonnement des insectes et le chant des cigales. Je suis restée un long moment sur la terrasse, savourant ce calme retrouvé. La maison semblait respirer plus lentement, libérée de la tension que notre présence collective créait. J'ai fermé les yeux, laissant la chaleur du soleil caresser mon visage. Pour la première fois depuis mon arrivée, je me sentais parfaitement sereine. Après une heure de lecture, la chaleur est devenue trop intense. J'ai décidé de rentrer à l'intérieur pour me rafraîchir. La fraîcheur des murs de pierre était un délice. J'ai bu un grand verre d'eau dans la cuisine, puis j'ai décidé de monter prendre une douche rapide. La maison avait 2 salles de bain. Une moderne, au rez-de-chaussée, et une autre à l'étage, plus ancienne, presque désuète. C'est celle-ci que j'aimais utiliser. Elle avait un charme particulier, avec sa baignoire sur pied et son carrelage aux motifs floraux un peu passés. J'ai monté les escaliers en pierre, dont les marches étaient usées par le temps. J'ai poussé la porte de la salle de bain. Elle a grincé. C'était une porte lourde, en chêne massif, avec une serrure en fer forgé et un gros verrou à l'extérieur, vestige d'une époque où l'on fermait les pièces de cette façon. J'ai laissé la porte entr'ouverte, comme toujours. La pièce était petite, mais la fenêtre haute laissait entrer une belle lumière. J'ai ouvert le robinet de la douche, attendant que l'eau chauffe. Le bruit de l'eau qui coulait était apaisant. J'ai retiré mes vêtements et je suis entrée dans la cabine de douche. L'eau fraîche sur ma peau a été un soulagement immédiat. J'ai fermé les yeux, profitant de ce simple plaisir. Je suis restée là plusieurs minutes, laissant l'eau emporter la fatigue et les soucis. C'était un moment de pur bien-être. Quand j'ai coupé l'eau, j'ai entendu un bruit. Un claquement sec.
J'ai pensé que c'était le vent qui avait fait bouger un volet. Ou peut-être un courant d'air qui avait claqué la porte de la salle de bain. Je n'y ai pas prêté plus d'attention. Je suis sortie de la douche. Je me suis enroulée dans une grande serviette. J'ai passé la main sur le miroir embué pour apercevoir mon reflet. J'ai souri. Cette journée de solitude commençait bien. Je me suis dirigée vers la porte pour l'ouvrir. J'ai tourné la poignée. Elle a tourné dans le vide. J'ai froncé les sourcils. J'ai essayé à nouveau. Rien. La porte était bloquée. J'ai poussé avec mon épaule. Le bois massif n'a pas bougé d'un millimètre. Mon cœur a commencé à battre plus vite. C'est absurde. Ai-je pensé. C'est une vieille serrure. Elle a dû se coincer. Allô? Ai-je appelé? D'une voix un peu tremblante, sachant pertinemment que personne ne pouvait m'entendre. La maison était vide. J'ai secoué la poignée avec plus de force, la frustration montant en moi. Le métal froid et lourd ne cédait pas. J'ai cogné à la porte avec mon poing. Oh! Ce n'est pas vrai! Ai-je maugréé? J'ai commencé à paniquer un peu. Je suis seule. Julien et Chloé ne rentreront pas avant la fin de la journée. Je suis coincée. L'idée était ridicule, mais effrayante. La sérénité d'il y a quelques minutes s'était envolée, remplacée par une angoisse grandissante. Je me suis accroupie pour regarder par le trou de la serrure. Je ne voyais que le couloir sombre. J'ai alors remarqué quelque chose par terre, juste devant la porte. Un petit bout de papier blanc, qui semblait avoir été glissé sous la porte. Mon sang s'est glacé. Ce n'était pas un courant d'air. Ce n'était pas un accident. Avec des doigts tremblants, j'ai attrapé le papier. C'était une page arrachée d'un carnet. L'écriture était fine, élégante, appliquée. Je l'ai reconnue immédiatement. C'était l'écriture de Chloé. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Mes yeux ont parcouru les quelques mots tracés à l'encre noire. Des mots simples, clairs, et d'une cruauté insondable. Pas de nourriture, pas d'eau en bouteille, pas de téléphone. Combien de temps pouvez-vous survivre? Belle maman? Le papier a glissé de mes doigts. Il est tombé en silence sur le carrelage humide. Comme une feuille morte. Mon esprit refusait de comprendre. Il cherchait une autre explication. Une alternative logique. N'importe quoi d'autre que cette horrible vérité. Une farce. Une blague d'un goût épouvantable. Oui. C'était ça. Julien et Chloé allaient revenir d'une minute à l'autre. Ils ouvriraient la porte en riant de ma crédulité. Très drôle. Ai-je crié? Ma voix se brisant dans un mélange de rire nerveux et de peur. Vous pouvez ouvrir maintenant. La plaisanterie est terminée. Le silence. Un silence si profond. Si total. Que j'entendais le sang battre dans mes tempes. Le chant des cigales au dehors semblait s'être arrêté. La maison tout entière retenait son souffle. Complice de mon emprisonnement. La peur a laissé place à la fureur. Une rage blanche, brûlante, a déferlé en moi. Comment osait-elle? Comment osait-il? Chloé! Ouvre cette porte. Tu m'entends? Ouvre immédiatement. J'ai frappé le bois avec mes poings. Encore et encore. Jusqu'à ce que mes articulations soient douloureuses. Le son mat de mes coups se perdait dans le vide de la maison. J'étais une bête en cage, hurlant contre des murs indifférents. J'ai crié le nom de mon fils. Encore et encore. Un appel désespéré qui s'étranglait dans ma gorge. Rien. Personne. Épuisé,
Tremblante, je me suis laissée glisser le long de la porte. J'ai ramené mes genoux contre ma poitrine. La serviette de bain toujours enroulée autour de moi. Je grelottais, malgré la chaleur étouffante. La réalité commençait à s'infiltrer, froide et tranchante, dans les fissures de mon déni. Ce n'était pas une blague. Mon regard s'est à nouveau posé sur le petit mot. Les lettres dansaient devant mes yeux. Belle maman. L'hypocrisie de ce mot me donnait la nausée. Depuis 4 ans, elle m'appelait Hélène. Toujours. Ce « belle maman » était une insulte. Une provocation. C'était la signature d'un acte de haine pure. Mais pourquoi? Que avais-je fait pour mériter une telle cruauté? J'ai repassé le fil de ces dernières années. J'avais essayé. Dieu sait que j'avais essayé. J'avais accueilli Chloé à bras ouverts. J'avais respecté sa timidité, sa réserve. J'avais mis sa froideur sur le compte de la pudeur. Je n'avais jamais critiqué son éducation de Léo. Jamais interféré dans leur vie de couple. J'avais été une belle-mère modèle. Discrète. Bienveillante. Du moins. C'est ce que je croyais. Avais-je été aveugle? Tous ces petits signes que j'avais ignorés. Ces silences pesants. Ces sourires forcés. Ces regards qui semblaient me traverser sans me voir. Je les avais interprétés comme de la gêne. De l'introversion. Et si c'était autre chose? Si c'était une aversion profonde? Une rancune qui grandissait dans l'ombre? Attendant le bon moment pour se révéler? Je me suis relevée. La panique ne me mènerait à rien. Il fallait que je sois rationnelle. Je devais évaluer ma situation. J'étais prisonnière. Il me fallait trouver une issue. J'ai examiné la porte de plus près. Du chêne massif, épais de plusieurs centimètres. La poignée en fer ne bougeait pas. Le trou de la serrure ne laissait rien voir. J'ai collé mon oreille contre le bois. Aucun son. J'étais seule. Puis, la fenêtre. Elle était ma seule ouverture sur le monde extérieur. J'ai traîné la petite chaise en paille qui se trouvait dans un coin et je suis montée dessus. J'arrivais à peine à atteindre le bas du cadre. La fenêtre était une lucarne rectangulaire, étroite. Même si j'arrivais à briser la vitre, jamais je ne pourrais me faufiler à travers. Et pour briser la vitre, il me fallait un objet. J'ai regardé autour de moi. Il n'y avait rien. Rien de lourd. Rien de contondant. Juste du savon. Un flacon de shampoing et un tube de dentifrice. Je suis redescendue. Le cœur lourd. L'étau se resserrait. J'ai ouvert le petit placard sous le lavabo. De vieilles serviettes de toilette. Rêches et décolorées. Un produit anti-calcaire. Un rouleau de papier toilette d'avance. Rien d'utile. Mon regard s'est tourné vers le robinet du lavabo. L'eau. Le mot de Chloé disait « pas d'eau en bouteille ». Elle savait qu'il y avait l'eau du robinet. C'était donc un calcul. Elle ne voulait pas ma mort rapide. Par déshydratation. Elle voulait que ça dure. Elle voulait me faire souffrir. Me voir dépérir lentement. L'atrocité de cette pensée m'a frappé avec la violence d'un coup de poing. Ce n'était pas un coup de folie. C'était prémédité. Chaque détail avait été pensé. Le choix de cette salle de bain, avec sa porte robuste et sa fenêtre inaccessible. Le moment choisi. Quand elle savait que je serais seule pour de longues heures. Voire des jours. Le mot. Cruel et précis. Pour m'enlever tout espoir. Et Julien? Mon fils. Était-il complice? Non. Impossible.
Mon cœur de mère refusait de le croire. Julien m'aimait. Il n'aurait jamais pu participer à une chose pareille. Alors, il était une victime. Lui aussi. Chloé lui avait menti. Elle avait dû inventer une excuse pour ce voyage? Pour cette absence prolongée. Qu'est-ce qu'elle lui avait dit? Que j'étais repartie à Paris subitement? Qu'une amie était malade? L'imagination de Chloé devait être aussi fertile que sa cruauté. Les heures ont commencé à s'étirer. Longues et silencieuses. La lumière qui filtrait par la fenêtre a changé de couleur. Passant du blanc éclatant de la mi-journée au doré chaud de la fin d'après-midi. Je me suis assise sur le sol froid. Le dos contre la baignoire. Écoutant les bruits de la vie qui continuaient sans moi. Un tracteur au loin. Le chant d'un oiseau. Le bruissement du vent dans les feuilles du figuier. Des sons autrefois apaisants, qui me semblaient maintenant ironiques et cruels. La faim a commencé à se faire sentir. Un creux dans mon estomac. Je n'avais pas beaucoup mangé au petit déjeuner. J'ai essayé de ne pas y penser. J'ai bu de l'eau au robinet. Par petites gorgées. L'eau était tiède et avait un goût de fer. Mais c'était de l'eau. C'était la vie. Quand le soir est tombé, une nouvelle peur s'est installée. La peur du noir. La petite salle de bain a été plongée dans une obscurité presque totale. Je ne distinguais plus que les formes vagues des objets. Le silence de la nuit était différent de celui de la journée. Il était plus lourd, plus menaçant. Chaque craquement de la vieille maison me faisait sursauter. J'imaginais des bruits de pas. Des murmures. J'imaginais Chloé. De l'autre côté de la porte. Écoutant ma détresse avec un sourire satisfait. Je me suis enroulée dans les vieilles serviettes trouvées dans le placard pour essayer de me réchauffer. Le carrelage aspirait la chaleur de mon corps. J'ai essayé de dormir. Mais mon esprit était en ébullition. Les mêmes questions tournaient en boucle. Pourquoi? Pourquoi? Je me suis souvenu de notre première rencontre. Julien me l'avait présentée dans un café parisien. Elle était si timide. Si effacée. Elle parlait peu. Rougissait facilement. Elle semblait presque effrayée par moi. À l'époque, j'avais trouvé ça touchant. Je m'étais dit que mon fils, si sociable et extraverti, avait trouvé son opposé, son équilibre. Puis il y a eu le mariage. Une petite cérémonie. Très simple. Elle n'avait presque pas de famille. Juste un oncle et une tante. Ses parents, m'avait-elle dit d'une voix neutre, étaient décédés. Je n'avais pas osé poser plus de questions. Par respect pour sa douleur. Était-ce là que se trouvait la clé? Dans ce passé dont elle ne parlait jamais? Je me suis souvenu d'une conversation. Un an ou deux après leur mariage. Nous étions toutes les deux dans la cuisine. Je lui avais parlé de mon ancien travail de conservatrice de musée. J'évoquais avec passion les artistes, les expositions. Elle m'écoutait en silence, en essuyant des verres. À un moment, je lui ai demandé si elle s'intéressait à l'art. Elle avait haussé les épaules. L'art peut être cruel? Avait-elle simplement dit. Sur le moment, sa réponse m'avait paru étrange, presque philosophique. Maintenant, dans le noir de ma prison, ces mots prenaient un sens nouveau et sinistre. La première nuit a été un supplice. Je n'ai pas dormi. J'ai somnolé par intermittence, réveillé en sursaut par des cauchemars. Je rêvais que la pièce rétrécissait, que les murs se rapprochaient pour m'écraser. Je me réveillais en sueur, le cœur battant, et la réalité était presque aussi terrible que le rêve. Au lever du jour, une faible lueur grise a rempli la salle de bain.
Le jour 2. Rien n'avait changé. La porte était toujours fermée. J'étais toujours prisonnière. Une sorte de routine macabre a commencé à s'installer. Je buvais de l'eau. Je faisais les 100 pas dans le petit espace. 3 pas dans un sens. 3 pas dans l'autre. Pour ne pas laisser mes muscles s'atrophier. Je guettais le moindre bruit venant de l'extérieur. Mais il n'y avait rien. Le monde m'avait oublié. La faim était devenue une douleur constante. Une brûlure dans mon estomac. Mon corps réclamait de la nourriture avec une violence que je n'avais jamais connue. J'ai commencé à avoir des vertiges. Parfois, je devais m'asseoir brusquement pour ne pas m'évanouir. Mon esprit, privé de toute stimulation, a commencé à me jouer des tours. Je parlais toute seule. Je me racontais des histoires. Je récitais des poèmes appris à l'école pour me prouver que ma mémoire fonctionnait encore. Et je pensais à Chloé. J'essayais de reconstituer le puzzle de sa personnalité. De trouver la pièce manquante qui expliquerait l'inexplicable. Je la voyais s'occuper de Léo avec une tendresse infinie. Je la voyais regarder Julien avec un amour qui semblait sincère. Comment une personne capable de tels sentiments pouvait-elle aussi abriter une telle noirceur ? Peut-être que je n'étais qu'un obstacle. L'incarnation d'un passé dont elle voulait se débarrasser. La mère de son mari. Une rivale. À ses yeux. L'idée était absurde. Mais dans la solitude de ma cellule, toutes les théories, même les plus folles, devenaient plausibles. Le deuxième jour s'est écoulé comme le premier. Dans un silence assourdissant. La faim me tordait les entrailles. La faiblesse s'installait dans mes membres. Je passais de longs moments allongés sur le sol froid. Les yeux fixés sur la petite fenêtre. Mon seul lien avec le temps qui passe. Je regardais les nuages dériver dans le ciel bleu. C'était d'une beauté insoutenable. Le soir du deuxième jour, alors que l'obscurité m'enveloppait à nouveau, une pensée terrifiante s'est formée dans mon esprit. Et si personne ne revenait ? Et si le plan de Chloé était simplement de me laisser mourir ici ? Seule ? Dans cette salle de bain ? Et si les vacances de 14 jours qu'ils avaient prévues étaient en fait le temps qu'elle m'avait alloué pour disparaître ? Le désespoir ? Un abîme noir et sans fond. S'est ouvert sous mes pieds. La rage avait disparu. La combativité s'effritait. Il ne restait plus qu'une peur primale. Viscérale. La peur de mourir. Ici. De cette façon. J'ai fermé les yeux. Il ne fallait pas que je cède. Pas encore. J'ai pensé à Léo. À son rire. J'ai pensé à Julien. Je devais survivre. Pour eux. Pour comprendre. Je devais tenir. Je ne savais pas comment. Mais je devais tenir. J'ai serré les poings. Mes ongles s'enfonçant dans mes paumes. Le combat ne faisait que commencer. Le troisième jour, la faim s'est transformée. Ce n'était plus une douleur aiguë, une brûlure, mais une présence sourde et constante qui dévorait mes entrailles. Mon corps avait commencé à se nourrir de lui-même. Chaque mouvement était un effort. Monter sur la petite chaise pour regarder par la fenêtre me laissait essouffler. Le cœur battant à grands coulants et lourd. Le monde extérieur, vu à travers cette lucarne, était devenu une peinture abstraite. Un coin de ciel bleu. La cime d'un cyprès qui se balançait doucement dans la brise. Parfois le vol rapide d'un oiseau. C'était tout. Je m'accrochais à ces images comme un naufragé à une bouée. C'était la preuve que la vie existait encore. Que tout ne se résumait pas à ces 4 murs de faïence. Mon esprit, en revanche, était devenu un champ de bataille. Des vagues de lucidité glaçante alternaient avec des moments de confusion totale.
Les souvenirs remontaient à la surface sans ordre, sans logique. Je revoyais le visage de ma mère me tendant une part de gâteau au chocolat. L'odeur de la pipe de mon père. Mon premier baiser avec Jean-Pierre. Mon mari. Des moments de bonheur simple, qui me semblaient appartenir à une autre vie. À une autre femme. Ces souvenirs étaient à la fois un réconfort et une torture. Ils me rappelaient tout ce que j'étais en train de perdre. Puis, il y avait la colère. Une colère froide et patiente. Elle me tenait compagnie pendant les longues heures de silence. Je me repassais en boucle la scène de leur départ. Le sourire de Chloé. Ces mots, reposez-vous bien. Hélène. Chaque syllabe était un coup de poignard. Elle avait joué la comédie jusqu'au bout. Avec un sang-froid terrifiant. Et Julien? Mon pauvre Julien. Aveugle. Confiant. Il avait dû lui-même verrouiller la maison en partant. Sans se douter qu'il m'enfermait dans un tombeau. Le 4e jour. La soif est devenue mon principal tourment. L'eau du robinet ne suffisait plus. Ma bouche était pâteuse. Ma langue enflée. J'avais des crampes d'estomac de plus en plus violentes. Je passais le plus clair de mon temps allongé sur le sol, essayant de conserver le peu d'énergie qui me restait. C'est ce jour-là que les hallucinations ont commencé. D'abord auditives. J'entendais des chuchotements juste derrière la porte. Parfois, c'était la voix de Chloé, qui se moquait de moi. D'autres fois, c'était celle de Léo qui m'appelait. Je rampais jusqu'à la porte, le cœur rempli d'un espoir fou, et je collais mon oreille contre le bois. Mais il n'y avait que le silence. C'était mon propre cerveau qui me torturait, qui utilisait mes amours et mes peurs contre moi. Puis, il y eut les hallucinations visuelles. Dans la pénombre du soir, les ombres sur les murs prenaient des formes menaçantes. Le rideau de douche en plastique se transformait en un linceul qui flottait dans l'air. Je voyais des visages se dessiner dans les motifs du carrelage. Je savais que ce n'était pas réel. Mais la peur, elle, l'était. Le 5e jour. Ou peut-être le 6e. J'avais perdu la notion du temps. Le cycle du jour et de la nuit était mon seul repère. Mais les jours se ressemblaient tous. Longs. Vides. Silencieux. Mon corps était devenu un étranger pour moi. Ma peau était sèche. Parcheminée. Quand je me regardais dans le miroir, je voyais une vieille femme aux yeux caves, aux joues creuses, aux cheveux ternes. Je ne me reconnaissais pas. J'ai commencé à parler à Jean-Pierre. À voix haute. Je lui racontais ma journée, mes peurs, ma colère. Je lui demandais conseil. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Jean-Pierre? Pourquoi tant de haine? Étais-je une si mauvaise personne? Bien sûr. Il ne répondait pas. Mais le simple fait de prononcer ces mots, de les faire exister dans l'air confiné de la pièce, me soulageait un peu. C'était une façon de ne pas sombrer complètement dans la folie. Je me suis souvenu d'une histoire qu'il aimait raconter. L'histoire d'un alpiniste, coincé par une tempête, qui avait survécu pendant des jours avec presque rien. Il disait toujours que la volonté était le plus puissant des muscles. Le corps a des limites. Hélène, disait-il. Mais l'esprit, lui, n'en a aucune. Cette pensée est devenue mon mantra. Je ne suis pas morte. Je suis encore en vie. Chaque respiration est une victoire. Chaque goutte d'eau que j'avale est une promesse. Je ne la laisserai pas gagner. Pour garder mon esprit occupé, je me suis donné des tâches. Des tâches absurdes, mais qui me donnaient un but. Je comptais les carreaux sur le mur.
Il y en avait 342. Je les ai comptés 10 fois. Pour être sûr. J'ai essayé de me souvenir du nom de tous mes anciens camarades de classe. J'ai conjugué des verbes à tous les temps. Tout pour empêcher mon cerveau de s'éteindre. J'ai exploré ma prison dans les moindres détails. Avec la minutie d'un archéologue. J'ai passé mes doigts sur chaque joint de carrelage. J'ai tapoté chaque centimètre carré du mur. À la recherche d'une fissure. D'un point faible. C'est en faisant cela que j'ai remarqué quelque chose. Dans un coin. Près de la baignoire. Un des carreaux du sol sonnait creux. Mon cœur a fait un bond. J'ai tapoté à nouveau. Le son était différent des autres. Plus mat. Moins solide. J'ai essayé de glisser mes ongles dans le joint. Mais il était trop fin. Mes ongles étaient cassants. Fragiles. Il me fallait un outil. Mais quoi? Il n'y avait rien. Rien de métallique. Rien de pointu. J'ai regardé autour de moi. Le désespoir me submergeant à nouveau. Et puis, mon regard s'est posé sur le petit support en métal de la brosse des toilettes. Il était fixé au mur. Mais la brosse elle-même avait un long manche en plastique. Avec une petite tige en métal à l'intérieur pour le rigidifier. Avec une énergie que je ne me connaissais plus. J'ai commencé à tordre le manche en plastique. Il résistait. Mes mains étaient faibles. Mes doigts gourds. J'ai utilisé mes dents. Le plastique a craqué. M'écorchant les gencives. J'ai senti le goût du sang dans ma bouche. Mais je n'ai pas arrêté. J'ai tiré. Tordu. Encore et encore. Finalement. La tige métallique est sortie. C'était une fine baguette de métal. Longue d'une vingtaine de centimètres. Légèrement flexible. Mais assez rigide. C'était mon levier. Mon trésor. J'ai rampé jusqu'au carreau qui sonnait creux. Tremblante d'excitation et de faiblesse. J'ai inséré la pointe de la tige dans le joint. J'ai commencé à gratter. Lentement. Méthodiquement. Le ciment s'effritait. Millimètre par millimètre. C'était un travail épuisant. Je devais m'arrêter toutes les quelques minutes pour reprendre mon souffle. La sueur coulait sur mon front et se mêlait à la poussière. Ça m'a pris des heures. Des heures qui m'ont paru une éternité. La lumière du jour a commencé à décliner. Je ne voulais pas m'arrêter. Je ne pouvais pas. L'espoir était une drogue puissante qui me donnait une force surhumaine. Enfin. J'ai senti que la tige s'enfonçait plus profondément. J'avais réussi à creuser un espace suffisant. J'ai glissé la tige sous le carreau et j'ai fait levier de toutes mes forces. Mes muscles ont crié. Un craquement. Le carreau a bougé. J'ai poussé un cri de triomphe. Un son rauque qui a écorché ma gorge sèche. J'ai écarté le reste du ciment avec mes doigts et j'ai soulevé le carreau. Il était lourd. Je l'ai posé à côté de moi. Le cœur battant à tout rompre. Que allais-je trouver en dessous? Une canalisation? Un passage secret? Une issue? J'ai plongé ma main dans l'ouverture. Du sable. De la terre. Rien de plus. J'ai creusé avec mes mains. Frénétiquement. Le sable était sec. Friable. J'ai creusé. Creusé. Jusqu'à ce que mes ongles se cassent. Jusqu'à ce que mes doigts soient en sang. Mais il n'y avait rien. Juste de la terre et des petites pierres. C'était le dessous de la dalle. Pas d'issue. Pas d'échappatoire. Je suis resté là. À genoux. Les mains dans la terre. Le trou béant dans le sol était comme un miroir de mon propre vide intérieur. L'espoir qui m'avait porté pendant des heures s'est effondré.
me laissant plus faible et plus désespérée que jamais. J'ai éclaté en sanglots. Des sanglots secs, sans larmes, qui secouaient mon corps amaigri. J'avais tout donné. Je n'avais plus rien. C'était la fin. Chloé avait gagné. L'obscurité a envahi la pièce. Je n'ai pas bougé. Je suis restée prostrée devant ce trou inutile. Ce monument à mon échec. J'ai fermé les yeux, attendant que tout s'arrête. J'ai pensé à la mort. Non plus avec peur, mais avec une sorte de résignation lasse. Ce serait une délivrance. La fin de la faim. De la soif. De la peur. La fin de la souffrance. Mon esprit a commencé à dériver. Les souvenirs se sont mélangés aux hallucinations. Je me suis revue, enfant, dans le jardin de mes parents. Le soleil était chaud sur ma peau. L'herbe était douce sous mes pieds. Mon père me poussait sur la balançoire. De plus en plus haut. Je volais. Je riais. Je me sentais si légère. Si libre. Je me suis accrochée à ce souvenir. Je l'ai laissé m'envahir. Chasser les ténèbres. Le rire de mon père. La chaleur du soleil. C'était réel. Ça avait existé. Et rien. Pas même la haine de Chloé. Ne pourrait jamais effacer cela. Une nouvelle pensée a germé dans mon esprit. Une pensée calme et claire. Elle peut prendre mon corps. Elle peut me faire souffrir. Elle peut même me tuer. Mais elle ne peut pas prendre qui je suis. Elle ne peut pas détruire mes souvenirs. Mon amour pour mon fils. Pour mon petit-fils. Ça m'appartient. Je ne sais pas d'où venait cette force. Peut-être des profondeurs de l'instinct de survie. Peut-être de l'amour que je portais au mien. Mais j'ai su, à ce moment précis, que je n'allais pas mourir. Pas comme ça. Pas sur ce sol froid. Seul dans le noir. J'ai repoussé la terre de mes mains. J'ai remis le carreau en place. Du mieux que je pouvais. J'ai caché ma petite tige en métal sous le lavabo. C'était mon secret. Mon arme. Je me suis traînée jusqu'au robinet et j'ai bu. L'eau avait toujours le même goût de fer. Mais elle me semblait différente. C'était le goût de la vie. Le goût du combat. Le point le plus bas était atteint. Il n'y avait plus nulle part où aller. Sauf vers le haut. Les jours qui ont suivi ma tentative d'évasion avortée ont été différents. Le désespoir avait laissé place à une sorte de calme étrange. Une résignation combative. J'avais accepté mon impuissance physique. Mais j'avais refusé de laisser mon esprit capituler. Mon corps continuait de s'affaiblir. Mais ma volonté se durcissait. Comme de l'acier trempé dans le feu. Ma prison était devenue mon univers. Je connaissais chaque fissure du plafond. Chaque nuance de couleur sur le carrelage délavé. Le rayon de soleil qui se déplaçait lentement sur le mur au fil de la journée était mon horloge. Le silence n'était plus un ennemi, mais un compagnon. Il me forçait à plonger au plus profond de moi-même, à affronter des vérités que j'avais passé ma vie à ignorer. J'ai compris que, d'une certaine manière, j'avais toujours été prisonnière. Prisonnière des convenances, du qu'en dira-t-on, de l'image de la femme parfaite, de la mère parfaite, de la belle-mère parfaite. J'avais passé mon temps à essayer de plaire, de ne pas faire de vagues, de maintenir une harmonie de façade. Et pourquoi? Pour me retrouver ici, seule, trahie par la personne que j'avais le plus essayé de ménager. Cette prise de conscience a été libératrice. Je n'avais plus rien à perdre. Plus personne à impressionner. Il ne restait que Hélène. La vraie.
Une femme affamée. Assoiffée. Mais vivante. Mon esprit, libéré des contraintes sociales, a commencé à travailler avec une clarté nouvelle. J'ai cessé de me demander « Pourquoi moi ?» La seule question qui importait était « Pourquoi ?» Quel était le mobile de Chloé? La jalousie? La haine pure et simple? Cela semblait trop simple? Trop superficiel. Un acte d'une telle cruauté? D'une telle préméditation? Devait avoir des racines plus profondes? Plus anciennes? Je me suis forcée à me souvenir. Chaque détail, chaque conversation, chaque regard échangé avec Chloé au cours des 4 dernières années. Je suis devenue la détective de ma propre tragédie. Je me suis souvenue de son silence lorsque je parlais de mon passé. De son désintérêt manifeste pour mon ancien métier. Ma vie avant qu'elle n'entre dans la famille. Au début, j'avais mis ça sur le compte d'une forme de respect. D'une volonté de ne pas s'immiscer. Et si c'était le contraire? Si chaque mention de ma vie d'avant ravivait une douleur ou une colère secrète? Je me suis souvenue de la seule fois où elle m'avait posé une question personnelle. C'était il y a environ 2 ans. Nous étions seuls dans le salon. Julien et Léo jouaient dans le jardin. Elle m'avait demandé. D'un ton faussement détaché, vous avez dû voir beaucoup d'artistes débuter. Dans votre carrière de conservatrice? N'est-ce pas? Certains qui n'ont jamais réussi à percer. Sur le moment, la question m'avait semblé anodine. J'avais répondu par l'affirmative, en expliquant que le monde de l'art était impitoyable. Que le talent ne suffisait pas toujours. Qu'il fallait aussi de la chance. Des relations. Le bon critique au bon moment. Elle avait écouté. Sans rien dire. En fixant un point invisible sur le mur. Puis elle avait murmuré. Si bas que j'avais à peine entendu, oui. Impitoyable. Je n'y avais plus jamais repensé. Jusqu'à maintenant. Dans le silence de ma cellule, cette conversation prenait une résonance nouvelle et troublante. Pourquoi cette question? Pourquoi cette amertume dans sa voix? Était-ce une allusion? Un indice qu'elle m'avait lancé et que je n'avais pas su voir? Les jours passaient. 8e jour. 9e. Mon corps n'était plus qu'une enveloppe. J'avais des douleurs partout. Mes reins me faisaient souffrir. Je savais que je n'avais plus beaucoup de temps. Mais mon esprit était plus vif que jamais. Il s'accrochait à ce mystère comme à une dernière raison de vivre. Le 10e jour? La faim est devenue presque secondaire. La faiblesse était telle que je ne sentais plus les crampes. C'était un état de flottement. À la frontière entre la vie et la mort. Mes pensées étaient lentes. Pâteuses. Les hallucinations revenaient. Plus intenses. Je voyais souvent Jean-Pierre. Assis sur le rebord de la baignoire. Il ne parlait pas. Il se contentait de me sourire tristement. Comme pour m'encourager. Je cherche. Jean-Pierre. Lui disais-je d'une voix qui n'était qu'un souffle. Je cherche la clé. Parfois. Léo apparaissait. Il courait dans la salle de bain. Riant aux éclats. Me tendant un dessin. Son innocence était un poignard dans mon cœur. Que allait-il devenir? Avec une mère capable d'une telle monstruosité? Et Julien? Comment pourrait-il continuer à vivre avec elle? En sachant ce qu'elle avait fait? Je devais survivre pour eux. Pour les avertir. Pour les protéger. C'est alors qu'un autre souvenir a émergé des profondeurs de ma mémoire. Un souvenir enfoui. Sans importance apparente. C'était une réception? Dans une galerie d'art? Bien avant que je ne rencontre Chloé. C'était peut-être il y a 7 ou 8 ans. Je n'étais pas encore à la retraite.
C'était le vernissage d'une exposition de jeunes talents. Mon rôle, en tant que conservatrice d'un musée reconnu, était de repérer les futurs grands. J'étais sollicitée, entourée. On me demandait mon avis sur tout. C'était une soirée comme des centaines d'autres. Je me suis souvenu d'être passée devant une série de toiles. Des paysages abstraits. Très sombres. Torturés. Techniquement, ce n'était pas mauvais. Mais il y manquait quelque chose. Une âme. Une vision. Un critique d'art connu. Un homme pompeux et arrogant. Se tenait à côté de moi. Qu'en pensez-vous, Hélène? M'avait-il demandé d'une voix forte. Pour que tout le monde entende. J'aurais pu faire une réponse vague. Polie. Mais j'étais fatiguée. Un peu agacée par son ton. J'ai regardé l'étoile et j'ai donné mon avis. Honnête et brutal. C'est un travail d'étudiante? Avais-je dit. On sent l'influence de Zhao Wuqi. Mais sans la maîtrise de la lumière. C'est académique. Sans grande originalité. Une impasse créative. Les mots étaient sortis. Froid et définitif. Le critique avait hoché la tête avec un air entendu. Des gens autour de nous avaient murmuré leur approbation. J'avais vu. Du coin de l'œil. Une jeune femme s'éloignait rapidement. Je n'avais pas vu son visage. Je n'y avais prêté aucune attention. L'artiste? Sans doute. J'avais eu un bref pincement au cœur. Une once de regret pour ma dureté. Mais je l'avais vite oublié. C'était mon métier. Et comme Chloé l'avait dit. Le monde de l'art était impitoyable. Pourquoi se souvenir? Maintenant? Qu'est-ce qu'il avait à voir avec ma situation? J'ai essayé de me souvenir du nom de l'artiste. Il était inscrit sur le petit carton. À côté d'étoiles. Un nom de famille peu commun. C'était quelque chose comme Levasseur. Sophie Levasseur. Levasseur. Ce nom ne me disait rien. Il n'avait aucun lien avec Chloé. Son nom de jeune fille était Martin. Un nom très courant. J'étais sur une fausse piste. Ma mémoire me jouait des tours, mélangeant des événements sans rapport. Pourtant, l'image de cette soirée ne voulait pas me quitter. L'arrogance du critique. Mon propre ton. Si sûr de lui. Si cassant. La silhouette de la jeune femme qui s'éloignait. Le 11e jour. Je ne pouvais presque plus me lever. Je rampais pour aller boire au robinet. Mon corps était secoué de tremblements incontrôlables. Je savais que la fin était proche. J'ai pensé à écrire un message. Avec le dentifrice sur le miroir. Pour accuser Chloé. Mais à quoi bon? Si je mourais. Personne ne le verrait avant des jours. Des semaines peut-être. Et si je survivais? Ma parole suffirait. Je me suis laissé aller. J'ai cessé de me battre. J'ai fermé les yeux. J'ai repensé à ma vie. À mes joies. À mes peines. À mes erreurs. Et soudain, comme un éclair dans un ciel sombre, une autre pièce du puzzle s'est mise en place. Un détail insignifiant. Le jour du mariage de Julien et Chloé. Dans la mairie. Au moment de la signature des registres. L'oncle de Chloé. Son tuteur légal. S'était penché vers moi en souriant. C'est une brave fille. Chloé. Avait-il dit. Elle a beaucoup souffert. Perdre sa mère si jeune. Sophie aurait été si fière de la voir aujourd'hui. Sophie. Mon souffle s'est coupé. Sophie. Le nom a résonné dans le silence de mon crâne. Sophie Levasseur.
Chloé s'appelait Chloé Martin. Martin. C'était le nom de son père. Mort quand elle était enfant. Et si Levasseur était le nom de sa mère? Le nom d'artiste de sa mère? Tout s'est emboîté avec une clarté terrifiante. La jeune femme qui s'éloignait ce soir-là. Dans la galerie. Ce n'était pas l'artiste. C'était sa fille. Une adolescente? Venue soutenir sa mère. Une adolescente qui avait entendu mes mots cruels? Qui les avait vus détruire le rêve d'une vie. Une impasse créative. Ces mots? Je ne les avais pas adressés à une toile. Je les avais adressés à une femme. Une femme qui avait mis toutes ses économies. Tous ses espoirs? Dans cette exposition. Une femme fragile. Que mes paroles, ajoutées à celles des critiques, avaient peut-être poussé un peu plus loin dans le désespoir. Elle a beaucoup souffert. Perdre sa mère si jeune. Comment était-elle morte? La mère de Chloé? Personne n'en avait jamais parlé. On disait une longue maladie. Était-ce la vérité? Ou était-ce un euphémisme pour quelque chose de plus sombre? Un suicide? Une dépression qui l'avait rongée à petit feu? Alimentée par l'échec et l'humiliation? Mes paroles. Mes stupides paroles arrogantes. Était-elle le point de départ de tout ça? Chloé. Elle avait dû me haïr depuis ce jour. Elle avait ruminé sa vengeance pendant des années. Elle avait séduit mon fils. Elle était entrée dans ma vie. Dans ma famille. Elle avait attendu patiemment. Et maintenant? Elle se vengeait. Elle me faisait vivre ce que sa mère avait vécu. À sa manière. L'enfermement. La solitude. Le désespoir. La lente agonie d'une âme à qui on a tout pris. Cette salle de bain? Ce n'était pas une prison choisie au hasard. C'était une métaphore. Une reconstitution symbolique. Les murs de ma cellule étaient les murs de la dépression de sa mère. Mon silence était le silence de son désespoir. Ma faim était la faim de sa reconnaissance. Une vague de froid m'a parcouru. Un froid qui n'avait rien à voir avec le carrelage. Ce n'était pas seulement de la haine. C'était une forme de justice poétique. Tordue et monstrueuse. J'avais enfin compris. Et cette compréhension était plus terrible encore que l'ignorance. Car elle me rendait responsable. Indirectement. Involontairement. Mais responsable. Ma désinvolture. Mon manque d'empathie ce soir-là. Avait planté une graine. Et cette graine avait germé dans l'ombre pendant des années. Pour devenir cet arbre empoisonné qui était en train de me tuer. J'ai posé mon front contre le sol froid. Je n'ai pas pleuré. J'étais au-delà des larmes. J'étais juste vide. Vide et terrifié. Car je comprenais enfin la profondeur de l'abîme qui se cachait derrière les yeux sombres de ma belle-fille. La découverte de la vérité n'a pas apporté la paix. Au contraire, elle a ouvert les vannes d'un nouveau genre de torture. Une torture psychologique bien plus insidieuse que la faim ou la soif. Chaque heure qui passait était une méditation sur ma propre culpabilité. J'étais le monstre de l'histoire de quelqu'un d'autre sans même le savoir. Les murs de la salle de bain n'étaient plus seulement des murs de pierre et de faïence. Ils étaient tapissés des visages de toutes les personnes que j'avais pu blesser par inadvertance au cours de ma vie. Un mot de trop. Un jugement hâtif. Un manque de compassion. Combien de Sophie Levasseur avais-je croisé sans les voir? Trop absorbée par ma propre importance? Ma propre carrière? Ma punition n'était peut-être pas seulement la vengeance de Chloé. C'était peut-être une sorte de karma. Une dette que l'univers me présentait enfin. Le 12e jour. Mon corps était en état de siège. La fièvre me faisait délirer. Le monde réel et le monde de mes hallucinations se confondaient. Je voyais Chloé. Debout dans un coin de la pièce.
Elle n'était plus une femme de 34 ans, mais une adolescente au regard brûlant de haine. Elle ne disait rien. Elle me regardait simplement dépérir, avec une satisfaction froide. Pardonne-moi, ai-je murmuré. Ma voix un filet d'air rauque. Le fantôme de l'adolescente a secoué la tête. Lentement. Il n'y aurait pas de pardon. Pas d'absolution. Seulement cette justice implacable. Mon esprit s'est alors accroché à une nouvelle question. Une question qui me tenait en vie autant que mon désir de revoir Julien et Léo. Si Chloé avait tout planifié, quel était son plan final? Croire qu'elle reviendrait simplement au bout de 14 jours pour me trouver morte semblait trop simple. Trop risqué. Elle était intelligente. Méthodique. Elle devait avoir un scénario plus élaboré. Peut-être qu'elle ne comptait pas revenir du tout. Peut-être qu'ils étaient partis pour de bon. Ils allaient refaire leur vie ailleurs, loin de la France. Et dans quelques mois, quand la maison serait vendue ou visitée, on retrouverait mon corps. On conclurait à un accident stupide. Une vieille femme, seule, qui s'était enfermée par mégarde dans la salle de bain et n'avait pas pu appeler à l'aide. L'histoire parfaite. Personne ne la suspecterait jamais. Cette pensée m'a glacé le sang. Mon combat pour la survie n'était peut-être pas une course contre la montre jusqu'à leur retour. C'était peut-être une course contre le temps lui-même. Contre la décomposition lente et inévitable de mon propre corps. Mais il y avait Léo. Chloé pouvait-elle vraiment arracher son fils à son pays? À ses racines? À la moitié de sa famille? Juste pour assouvir sa vengeance? C'était possible. Une personne capable d'enfermer sa belle-mère pour la laisser mourir de faim était capable de tout. Et Julien? Comment avait-elle réussi à le manipuler à ce point? Quelle histoire lui avait-elle racontée pour justifier un départ aussi soudain? L'esprit de Chloé devait être un labyrinthe de mensonges et de secrets. Une forteresse impénétrable. Mon fils était amoureux. Aveuglé. Il était probablement la plus grande victime dans cette histoire. Après moi. Il allait perdre sa mère et découvrir que la femme qu'il aimait était un monstre. Sa vie entière allait s'effondrer. Le 13e jour. Je ne faisais plus la différence entre le sommeil et l'éveil. Je flottais dans un brouillard cotonneux, peuplé de fantômes et de regrets. Le souvenir de la peinture de Sophie Levasseur me revenait sans cesse. Ces paysages sombres, tourmentés. C'était le reflet de son âme. Et je l'avais piétiné avec mes mots. Dans un moment de lucidité, j'ai eu une idée. Une dernière tentative. Pas pour m'échapper. C'était trop tard pour ça. Mais pour laisser une trace. Un message qui ne pourrait pas être effacé. J'ai rampé jusqu'au lavabo. Avec des efforts surhumains, j'ai attrapé le tube de dentifrice. Mes doigts étaient si faibles que j'ai eu du mal à enlever le bouchon. J'ai fait couler le dentifrice sur le carrelage. Puis, j'ai attrapé ma petite tige de métal. Mon seul outil. Trempant la pointe dans la pâte blanche. J'ai commencé à écrire sur le mur de carrelage sombre. À côté de la porte. C'était difficile. Mes mains tremblaient. Les mots étaient maladroits. Presque illisibles. Mais je devais le faire. Chloé l'a fait. Ai-je écrit. Puis. En dessous, vengeance. Sophie Levasseur. C'était tout ce que je pouvais faire. Mon bras est retombé. Sans force. J'étais épuisée. Mais j'avais l'impression d'avoir remporté une petite victoire. Si on retrouvait mon corps, on verrait ce message. On comprendrait. Chloé ne pourrait pas prétendre que c'était un accident. La vérité serait révélée. Cet acte m'a coûté le peu de force qui me restait. Je me suis allongée sur le sol. Le souffle court.
J'ai fermé les yeux. Le visage de Jean-Pierre est apparu, plus clair que jamais. Il me tendait la main. C'est l'heure, Hélène, semblait-il dire. J'étais prête. J'avais fait la paix avec mes regrets. J'avais compris. J'avais laissé mon message. Je pouvais partir. J'ai pensé une dernière fois à Léo. Je l'ai imaginé en train de rire, courant dans un champ de fleurs sauvages. Cette image a été la dernière chose que j'ai vue avant de sombrer dans l'inconscience. Le monde a disparu, remplacé par une obscurité douce et accueillante. Le silence était enfin total. Je ne sais pas combien de temps je suis restée ainsi, suspendue entre deux mondes. Des heures? Un jour? Le temps n'existait plus. Et puis, un bruit. Lointain. Étouffé. Un bruit qui ne venait pas de mon esprit. Un bruit réel. Le crissement des graviers sous le poids de pneus. Mon corps était inerte, mais une étincelle s'est rallumée au plus profond de mon être. Une étincelle de conscience. J'ai lutté pour revenir à la surface. Pour m'extirper du brouillard qui m'enveloppait. Le bruit s'est rapproché. Une portière de voiture a claqué. Puis des voix. La voix de Julien. Et la voix de Léo. Papa. Mamie est là? On peut aller lui faire un bisou? Bien sûr. Mon grand. Mais on va d'abord décharger les courses. Ils étaient revenus. Ils étaient revenus. Ce n'était pas un plan pour disparaître. C'était encore autre chose. Un jeu sadique. Elle voulait revenir. Elle voulait voir son œuvre. Elle voulait être là pour la découverte du corps. Une adrénaline glacée, la plus pure que j'ai jamais connue, a inondé mes veines. La volonté de vivre, que je croyais éteinte, a ressurgi avec une force volcanique. Non. Je ne mourrai pas. Pas maintenant. Pas devant eux. J'ai essayé de bouger. Mes muscles ne répondaient pas. J'ai essayé de crier. Aucun son n'est sorti de ma gorge. J'étais prisonnière de mon propre corps, consciente mais paralysée. J'ai entendu des pas dans la maison. Le bruit de sacs que l'on pose. Chloé. Tu peux monter les valises pendant que je range le frigo? A crié Julien depuis le rez-de-chaussée. Bien sûr. Mon chéri. A répondu la voix douce et calme de Chloé. Des pas dans l'escalier. Des pas lents. Mesurés. Elle montait. Elle venait. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Chaque pas sur les marches en pierre était un coup de marteau. Elle s'est arrêtée devant la porte. J'ai senti sa présence. De l'autre côté du bois. J'ai imaginé son visage. Son sourire cruel. Elle allait savourer son triomphe. J'ai entendu le bruit métallique d'une clé dans la serrure. Un tour. Puis un autre. Le lourd peigne du verrou a glissé. La porte a commencé à s'ouvrir. En grinçant. La lumière du couloir a inondé la pièce. M'aveuglant. Une silhouette se découpait dans l'encadrement. J'ai rassemblé chaque particule d'énergie qui me restait. Chaque souffle de vie. J'ai forcé mes yeux à s'ouvrir. J'ai forcé ma tête à se tourner vers la porte. Je voulais qu'elle me voie. Je voulais qu'elle voie que j'étais encore en vie. Nos regards se sont croisés. L'expression de Chloé a changé. Son sourire de triomphe anticipé s'est figé. Ses yeux se sont écarquillés. Remplis d'un choc total. D'une incrédulité absolue. Elle ne s'attendait pas à ça. Dans son scénario parfait, je devais être morte. Un cadavre paisible. Allongé sur le sol. Pas cette chose.
Ce squelette aux yeux brillants de fièvre qui la fixait avec une intensité accusatrice. Elle a ouvert la bouche. Mais aucun son n'en est sorti. En bas. La voix de Julien s'est élevée. « Maman ? Tu es là ? On est rentré. » Des pas rapides ont monté l'escalier. Julien est apparu derrière Chloé. « Chloé. Qu'est-ce que… » Il s'est arrêté net. Son regard a balayé la scène. La puanteur de la pièce. Mon corps décharné sur le sol. Les mots écrits au dentifrice sur le mur. Et enfin, son regard s'est posé sur moi. Sur mes yeux ouverts. Le cri qu'il a poussé n'était pas humain. C'était un hurlement de pure horreur, d'agonie et d'incompréhension. Un son qui a déchiré le silence de la maison de campagne et a marqué la fin de son innocence pour toujours. Le cri de Julien a semblé suspendre le temps. Il est resté figé sur le seuil, le visage décomposé par une horreur si profonde qu'elle le vidait de toute couleur. Ses yeux passaient de mon corps émacié aux mots accusateurs sur le mur, puis au visage impassible de Chloé. Comme s'il essayait de résoudre une équation impossible. Le choc de Chloé a duré moins d'une seconde. Son masque de surprise s'est immédiatement fissuré pour laisser place à une expression calculée de panique et d'incompréhension. C'était une performance d'actrice magistrale. « Mon Dieu ! Hélène !» a-t-elle crié. Sa voix empreinte d'une fausse terreur. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Julien ! Vite ! Appelle les secours !» Elle s'est précipitée vers moi, faisant mine de vouloir m'aider. Mais je l'ai vue. J'ai vu la lueur de rage pure dans ses yeux. J'avais ruiné son plan. J'avais survécu. J'avais gâché son chef-d'œuvre de cruauté. Julien, sortant de sa torpeur, a repoussé Chloé sans même la regarder. Il s'est agenouillé à mes côtés, ses mains tremblantes effleurant mon bras, comme s'il avait peur de me briser. « Maman. Maman. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Parle-moi. » Des larmes coulaient sur ses joues. Il ne comprenait pas. Il voyait sa mère à l'article de la mort. Mais son cerveau refusait encore de faire le lien avec la femme qu'il aimait, qui se tenait juste derrière lui. J'ai essayé de parler. Ma gorge était un désert. Seul un râle rauque en est sorti. J'ai levé une main tremblante, mon doigt pointé vers les mots sur le mur. Sophie Levasseur. Ai-je réussi à articuler ? Ma voix un murmure à peine audible ? Un son de feuilles mortes. Le regard de Julien a suivi mon doigt. Il a lu les mots à voix haute, lentement, comme s'il les déchiffrait dans une langue étrangère. Chloé l'a fait. Vengeance. Sophie Levasseur. Il a froncé les sourcils. Sophie Levasseur ? Qui est-ce ? Maman. Je ne comprends pas. Puis, il s'est tourné vers Chloé. Son visage était un mélange de confusion et d'une peur naissante. La peur terrible que la vérité puisse être exactement ce qu'elle semblait être. Chloé ? De quoi parle-t-elle ? Le visage de Chloé était blême. Elle était prise au piège. Elle a jeté un regard paniqué vers la sortie. Puis vers moi. La comédie était terminée. Le vernis avait craqué. Ce qui a émergé était pur, laid et terrifiant. Elle est folle ? A-t-elle sifflé ? Sa voix changeant, devenant dure et tranchante. La vieillesse. La solitude. Elle a perdu la tête. Elle s'est enfermée toute seule et maintenant elle délire. Mais ces mots sonnaient faux. Même à ses propres oreilles. Le verrou extérieur. La clé dans sa poche. Le mot qu'elle m'avait glissé sous la porte, les preuves silencieuses étaient contre elle. Et puis, Léo est apparu dans le couloir. Attiré par le cri de son père,
Il s'est approché timidement. Il a regardé à l'intérieur de la salle de bain. Ses grands yeux bleus se sont posés sur moi. La peur et l'incompréhension se sont peintes sur son visage d'enfant. Il n'a pas vu sa grand-mère. Il a vu un monstre. Une créature de cauchemar sortie de l'ombre. Mamie? A-t-il chuchoté. Sa petite voix tremblante. La vue de Léo a été le catalyseur. La colère de Julien a explosé. Une fureur longtemps contenue qui cherchait une cible. Sors-le d'ici. A-t-il hurlé à Chloé. Un ordre qui n'admettait aucune discussion. Sors-le d'ici maintenant. Chloé a sursauté. Elle a attrapé le bras de Léo, qui a commencé à pleurer, et l'a traîné hors du couloir. Julien s'est de nouveau tourné vers moi. Il a sorti son téléphone. Ses doigts tremblants tellement qu'il a dû s'y reprendre à plusieurs fois pour composer le numéro des urgences. Pendant qu'il parlait au téléphone, donnant notre adresse, décrivant mon état avec une voix brisée, son regard n'a pas quitté le mien. Il commençait à comprendre. Et la compréhension était une agonie. Après avoir raccroché, il est resté silencieux un long moment. Le bruit des pleurs de Léo montant de l'étage inférieur. Maman? A-t-il dit doucement. Comme s'il avait peur de la réponse. Dis-moi la vérité. Dis-moi que ce n'est pas elle. J'ai rassemblé mes forces. C'était le moment. Je devais tout lui dire avant qu'il ne soit trop tard. La clé? Ai-je soufflé? Elle avait la clé. Le verrou. J'ai pris une inspiration difficile. 14 jours. Pas de nourriture. Chaque mot était un effort immense. Mais je les voyais s'imprimer sur le visage de Julien. Chaque syllabe le détruisant un peu plus. L'amour pour sa femme et l'amour pour sa mère se livraient une bataille cataclysmique dans son cœur. Pourquoi? A-t-il demandé. La voix brisée. Pourquoi aurait-elle fait ça? Sophie Levasseur. Ai-je répété. Sa mère. L'artiste. Et là, dans le chaos et la douleur, la mémoire de Julien a fait une connexion. Un flash de lucidité dans son regard embué de larmes. Levasseur. A-t-il murmuré. Une fois. Elle m'a montré une vieille photo de sa mère. Sur une invitation pour une exposition. C'était écrit. Sophie Levasseur. Le dernier morceau du puzzle venait de se mettre en place dans son esprit. Mais il manquait encore le mobile. Il ne pouvait pas comprendre le lien entre une exposition d'art vieille de plusieurs années et cet acte de barbarie. Les sirènes des secours ont commencé à se faire entendre au loin. Un son strident qui déchirait la tranquillité de la campagne provençale. Chloé est remontée. Elle avait dû calmer Léo. Son visage était à nouveau un masque de contrôle. Mais ses yeux trahissaient la panique. Elle savait qu'elle n'avait plus beaucoup de temps. Julien? Les secours arrivent? A-t-elle dit d'une voix qui se voulait calme. Il faut la descendre. On leur expliquera que. Expliquer quoi? Chloé? L'a coupé Julien? Sa voix basse. Menaçante. Qu'on va leur expliquer? Que ma mère est presque morte de faim dans notre propre maison? Il s'est levé. Lentement. Faisant face à sa femme. Pour la première fois. Il la regardait. Non plus avec les yeux d'un mari aimant. Mais avec ceux d'un étranger. Qui est Sophie Levasseur? Le nom, prononcé par Julien, a eu l'effet d'un électrochoc sur Chloé. Son dernier rempart de déni s'est effondré. Tu ne sais rien? A-t-elle craché? Le venin suintant dans chaque mot. Alors? Explique-moi. A-t-il crié? Sa voix se brisant. Explique-moi pourquoi ma mère est dans cet état. Explique-moi ce que ces mots sur le mur veulent dire.
Et Chloé a craqué. Toute la haine. Toute la douleur. Toute la rage qu'elle avait contenue pendant des années ont explosé. Ce n'était plus un murmure, mais un torrent. Elle l'a détruite. A-t-elle hurlé? Son doigt pointé vers moi. Cette femme. Ta mère. Elle a détruit ma mère. Elle a commencé à raconter l'histoire de l'exposition. Les espoirs de sa mère. Et puis les mots. Les mots d'Hélène Dubois. La grande conservatrice parisienne. Des mots qui, selon elle, avaient agi comme un poison, détruisant la confiance de sa mère, la plongeant dans une dépression dont elle ne s'était jamais remise, la menant finalement au suicide quelques années plus tard. Elle parlait avec la ferveur d'une fanatique, réécrivant l'histoire, faisant de moi l'unique cause de tous ses malheurs. Julien l'écoutait, pétrifié, le visage passant de l'incompréhension à l'horreur pure. Elle m'a tout pris, a continué Chloé, les larmes coulant maintenant sur son visage. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de rage. Alors je lui ai tout pris. Je voulais qu'elle ressente ce que ma mère a ressenti. Être enfermée dans son propre désespoir. Seule. Sans personne. Disparaître lentement. En silence. Les sirènes étaient maintenant toutes proches. On entendait des bruits de portières. Des voix d'hommes. Julien a regardé Chloé. Puis il m'a regardé. Son monde. Sa famille. Tout ce en quoi il avait cru. Venait de voler en éclats. La femme qu'il aimait était une tortionnaire. La mère qu'il chérissait était une victime. Et lui. Il était au milieu. Impuissant. Brisé. Tu es un monstre. A-t-il soufflé. Les mots chargés d'un dégoût et d'une douleur infinie. Des ambulanciers sont entrés dans la pièce. Le chaos a pris le dessus. On m'a posé des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. On m'a mis une perfusion. On m'a installé sur un brancard. Alors qu'on m'emportait hors de la pièce, mon dernier regard a été pour Chloé. Elle se tenait au milieu du couloir, immobile, regardant le vide. Elle n'avait pas l'air triomphante. Elle n'avait pas l'air repentante. Elle avait juste l'air vide. Sa vengeance, qui avait consumé toute sa vie, était accomplie. Et maintenant, il ne lui restait plus rien. J'ai fermé les yeux. J'étais en vie. Mais la bataille était loin d'être terminée. Ce n'était que le début d'une nouvelle guerre. Une guerre pour la reconstruction. Pour la justice. Et peut-être, un jour, pour la paix. Le trajet en ambulance fut un chaos de sirènes, de visages inconnus et de sensations confuses. J'étais conscient, mais distant, flottant au-dessus de mon propre corps. Chaque chaos de la route envoyait des vagues de douleur à travers mes membres atrophiés. Mais même la douleur semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Ma véritable souffrance était ailleurs. Nichée dans les ruines de ce que nous avions appelé une famille. À l'hôpital, tout s'est accéléré. Des lumières vives. Des blouses blanches. Le bip régulier des machines. On m'a perfusé. Nourri. Hydraté. Les médecins et les infirmières parlaient de dénutrition sévère. De déshydratation critique. De défaillance rénale. Leurs mots étaient cliniques. Techniques. Mais je savais ce qu'ils signifiaient, j'avais frôlé la mort de très près. Julien était là. Il n'a pas quitté mon chevet. Je le voyais, assis sur une chaise dans un coin de la chambre, le regard perdu dans le vide. Il ne pleurait plus. Il était au-delà des larmes. Son visage était un masque de granit,
rongé par une douleur si profonde qu'elle semblait l'avoir vieilli de 10 ans en quelques heures. Il était piégé dans un cauchemar dont il ne pouvait pas se réveiller. Les premiers jours, je ne pouvais pas parler. Mes cordes vocales étaient endommagées. Nous communiquions par le regard. Dans ses yeux, je lisais 1 million de questions sans réponse. Une culpabilité écrasante et un amour filial qui me déchirait le cœur. Il s'en voulait. De n'avoir rien vu. De n'avoir rien soupçonné. De m'avoir laissé seule avec elle. Ce n'est pas ta faute? Ai-je réussi à murmurer un jour? Ma voix a un simple filet d'air. Il a secoué la tête, incapable d'accepter ce pardon. Pour lui, son aveuglement était une forme de complicité. Les policiers sont venus. Un homme et une femme, au visage grave et compatissant. Ils ont pris ma déposition. J'ai raconté l'histoire, du début à la fin. Le verrou. Le mot sous la porte. Les 14 jours de silence. Chaque mot que je prononçais semblait enfoncer un clou de plus dans le cercueil de la vie de mon fils. Julien, qui avait insisté pour être présent, écoutait sans bouger, son visage se durcissant à chaque détail. J'ai appris que Chloé avait été arrêtée. Elle n'avait pas résisté. Elle avait tout avoué. Calmement. Méthodiquement. Comme si elle décrivait une recette de cuisine. Séquestration. Acte de torture et de barbarie. Les chefs d'accusation étaient lourds. Elle risquait de nombreuses années de prison. Léo avait été temporairement confié à l'aide sociale à l'enfance. Le temps que la situation de Julien soit évaluée. Cette nouvelle m'a brisé. Léo. Mon pauvre petit Léo. En une seule journée, il avait perdu sa mère, vu son père s'effondrer et sa grand-mère transformée en spectre. Les cicatrices qu'il porterait seraient invisibles. Mais peut-être les plus profondes de toutes. Les semaines ont passé. Lentement. Mon corps a commencé à guérir. J'ai repris du poids. Mes forces sont revenues. Mais la guérison de l'esprit était une autre affaire. Les nuits étaient les pires. Je me réveillais en sursaut, en sueur, croyant être de retour dans la salle de bain. Les murs de ma chambre d'hôpital me semblaient parfois se rapprocher. La peur de l'enfermement était devenue une partie de moi. Un psychologue venait me voir tous les jours. Un homme doux, patient, qui m'écoutait sans juger. Il m'a aidé à mettre des mots sur l'horreur. Il m'a expliqué le traumatisme, le syndrome de stress post-traumatique. Il m'a dit que le chemin serait long, mais que la guérison était possible. J'ai refusé de lire les journaux ou de regarder la télévision. Mon histoire, je le savais, faisait la une. Le drame de Provence. La belle-mère séquestrée. Je ne voulais pas voir mon calvaire transformé en spectacle. Julien, lui, était engagé dans une autre bataille. La bataille juridique pour la garde de Léo. La bataille administrative pour gérer les conséquences des actes de sa femme. Et surtout, la bataille intérieure pour essayer de donner un sens à l'impensable. Il venait me voir tous les soirs, après avoir passé sa journée entre les avocats et les services sociaux. Nous parlions peu. Nous n'en avions pas besoin. Notre silence était rempli de tout ce qui ne pouvait être dit. Un soir, il s'est effondré. Pour la première fois depuis ce jour terrible, il a pleuré. Il a pleuré comme un enfant. Sa tête sur mes genoux, secouée de sanglots qui venaient du plus profond de son âme brisée. Je l'aimais. Maman, a-t-il sangloté. Je croyais la connaître. Comment ai-je pu être si aveugle? Je lui ai caressé les cheveux. Comme je le faisais quand il était petit et qu'il avait fait un mauvais rêve. L'amour rend aveugle.
Mon chéri. Ai-je murmuré. Et la haine aussi. Elle était consumée par la sienne. Tu n'aurais rien pu voir. Cette nuit-là, quelque chose s'est débloqué entre nous. Nous avons enfin commencé à parler. Pas seulement de Chloé. Mais de tout. De son enfance. De mon mariage avec son père. De mes ambitions. De mes regrets. C'était comme si 14 jours d'isolement m'avaient donné la capacité de voir au-delà des apparences. D'atteindre une vérité plus essentielle. J'ai parlé de Sophie Levasseur. J'ai raconté à Julien la soirée de l'exposition. Mes mots arrogants et leurs conséquences probables. Je n'ai pas cherché à me justifier. J'ai assumé ma part de responsabilité. Non pas dans le crime de Chloé, qui était inexcusable, mais dans la douleur originelle qu'il avait engendrée. Julien m'a écouté. Le visage grave. Ce n'étaient que des mots. Maman. Des mots cruels. Peut-être. Mais juste des mots. Ça ne justifie pas. Ça. Non. Ai-je convenu? Rien ne peut justifier ça. Mais ça l'explique. J'ai appris. Dans cette salle de bain. Que les mots peuvent être des armes. Et que le silence peut être un poison. J'ai passé ma vie à construire des murs pour me protéger. Et j'ai fini par me retrouver prisonnière derrière de vrais murs. Après plus d'1 mois à l'hôpital, j'ai enfin pu sortir. Revenir dans mon appartement parisien a été une épreuve. Chaque pièce me semblait trop grande. Chaque porte une menace potentielle. J'ai dormi la porte de ma chambre ouverte pendant des semaines. Julien a obtenu la garde de Léo. Il a vendu la maison de Provence. Ce lieu de souvenirs heureux devenu un mausolée de l'horreur. Il a quitté son travail et a déménagé avec Léo dans un appartement près du mien. Nos vies étaient devenues inextricablement liées par la tragédie. Voir Léo a été à la fois merveilleux et déchirant. Il était plus silencieux qu'avant. Plus craintif. Il faisait des cauchemars. Il posait des questions sur sa mère. Des questions auxquelles Julien peinait à répondre. Comment expliquer à un enfant de 7 ans que sa mère est en prison parce qu'elle a essayé de tuer sa grand-mère? Un jour, l'avocat de Chloé m'a contacté. Elle demandait à me voir. Ma première réaction a été un refus catégorique. Pourquoi voudrais-je revoir mon bourreau? Mais la question est restée en moi. Lancinante. Que voulait-elle? S'excuser? M'insulter une dernière fois? J'en ai parlé à mon psychologue. Il ne m'a pas conseillé. Il m'a simplement dit de m'écouter. Qu'est-ce que vous espérez trouver en y allant? Hélène? Et qu'est-ce que vous craignez de perdre? Je craignais de perdre le peu de paix que j'avais réussi à reconstruire. Je craignais de voir la haine me submerger à nouveau. Mais j'espérais, peut-être, trouver une forme de conclusion. Pas le pardon. Je savais que je ne pourrais jamais pardonner. Mais la compréhension. Une dernière pièce du puzzle. J'ai accepté. La visite a eu lieu dans le parloir gris et impersonnel de la prison. Elle était assise de l'autre côté d'une vitre en plexiglas. Elle avait changé. Elle portait l'uniforme des détenus. Ses cheveux étaient ternes. Ses grands yeux sombres semblaient encore plus grands dans son visage amaigri. Elle n'avait plus rien de la femme élégante et fragile que j'avais connue. Nous sommes restés silencieuses pendant un long moment. Le combiné téléphonique froid dans nos mains. C'est elle qui a parlé la première. Sa voix était neutre. Sans émotion. Je sais que vous ne me pardonnerez jamais. Je ne demande pas le pardon. J'ai attendu. Je voulais juste que vous sachiez. A-t-elle continué? Son regard fixé sur ses mains posées sur la table. Que lorsque j'ai refermé cette porte, je n'avais pas de plan. Je ne savais pas si j'allais revenir dans 2 jours ou jamais.
C'était un acte de pure haine. Mais en vous laissant là, j'ai aussi enfermé une partie de moi. Elle a levé les yeux vers moi. Pour la première fois, je n'ai pas vu de haine dans son regard. Juste un vide immense. Ma vengeance m'a tout pris. Mon fils. Mon mari. Ma liberté. Il ne me reste plus rien. Exactement comme ma mère. J'ai gagné. Et j'ai tout perdu. Je ne savais pas quoi répondre. Il n'y avait rien à répondre. Sa punition n'était pas seulement les murs de sa cellule. C'était le désert qu'elle avait créé en elle-même. Je me suis levée pour partir. Avant de raccrocher, j'ai dit une seule chose. Pensez à Léo. Il va avoir besoin de vous. Un jour. La femme qui est en prison. Ce n'est pas la mère dont il a besoin. Mais la femme que vous pourriez devenir? Peut-être. Je suis partie sans me retourner. Je n'ai pas ressenti de pitié. Ni de satisfaction. Juste une profonde et infinie tristesse pour tout ce gâchis. Le retour de la prison m'a laissé étrangement calme. La rencontre avec Chloé n'avait pas été cataclysmique. Il n'y avait eu ni cri, ni larmes, ni révélation fracassante. C'était juste la triste conclusion d'une histoire tragique. J'avais vu le vide derrière la haine. Et ce vide était la fin du chemin. Elle était prisonnière de son passé. Et je refusais désormais de l'être avec elle. Le procès a eu lieu 6 mois plus tard. J'ai dû témoigner. Revivre ces 14 jours devant la cour, sous le regard des jurés et du public, a été une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Julien était dans la salle, son soutien silencieux me donnant la force de continuer. Chloé était dans le box des accusés. Elle n'a jamais croisé mon regard. Elle a écouté les témoignages, y compris le mien, avec une absence totale d'expression, comme si l'on parlait de quelqu'un d'autre. Elle a été reconnue coupable et condamnée à une lourde peine. La justice des hommes avait fait son travail. Mais je savais que la véritable justice, ou son absence, se jouerait ailleurs, dans le cœur de Léo, dans l'avenir de Julien, dans ma propre capacité à me reconstruire. Une fois le verdict tombé, un chapitre s'est clos. La tempête était passée. Il ne restait plus que les débris. Et la tâche immense de tout nettoyer. Nous avons trouvé un nouveau rythme. Julien, Léo et moi. Une routine fragile. Tissée de petits rituels. Les dîners du dimanche soir dans mon appartement. Les sorties au parc le mercredi après-midi. Les soirées passées à lire des histoires à Léo. Blotti entre son père et sa grand-mère. Nous étions une famille brisée. Essayant de recoller les morceaux. Créant une nouvelle mosaïque à partir des éclats de l'ancienne. Le chemin de Léo était le plus délicat. Avec l'aide d'un pédopsychiatre, Julien a commencé à lui dire la vérité. Par bribes. Avec des mots adaptés à son âge. Il ne lui a pas parlé de la haine. Ni de la vengeance. Il lui a parlé de la maladie. La maladie de maman. Une maladie dans sa tête, qui lui faisait faire des choses très mal, qui l'avait rendu très triste et très en colère. Il lui a expliqué qu'elle était dans un endroit où on essayait de la soigner, et que même si elle l'aimait très fort, elle ne pouvait pas être avec lui pour le moment. Léo écoutait. Ses grands yeux sérieux absorbant chaque mot. Il ne pleurait pas. Il posait des questions simples et directes. Est-ce qu'elle va guérir? Est-ce que c'est de ma faute? À chaque fois. Julien le rassurait. Le serrait dans ses bras. Lui répétant encore et encore qu'il était aimé et qu'il n'était responsable de rien. Quant à moi, j'ai entamé ma propre reconstruction. Pièce par pièce. J'ai vendu mon grand appartement parisien.
Trop rempli de souvenirs et de fantômes. J'ai acheté un petit rez-de-jardin dans un quartier plus calme, avec une baie vitrée donnant sur quelques mètres carrés de verdure. Je voulais voir le ciel. Je voulais pouvoir sortir sans avoir à prendre un ascenseur. Et j'ai recommencé à peindre. C'était un passe-temps de jeunesse que j'avais abandonné en entrant dans le monde professionnel de l'art. J'avais passé ma vie à juger le travail des autres, à l'analyser, le critiquer, le classer. J'avais oublié le simple plaisir de créer. De mélanger les couleurs sur une palette. De laisser une forme naître sous le pinceau. Je ne peignais pas des paysages sombres et torturés. Je peignais la lumière. Les fleurs de mon petit jardin. Le visage de Léo concentré sur ses Legos. Le reflet du soleil dans une flaque d'eau. C'était une thérapie. Chaque toile était une affirmation. Une affirmation de vie. De beauté. De résilience. Je n'étais plus la victime dans la salle de bain. Je n'étais plus la critique d'art arrogante. J'étais juste Hélène. Une femme qui avait survécu et qui apprenait à vivre à nouveau. Julien, lui aussi, a lentement commencé à guérir. Il a trouvé un nouveau poste dans un plus petit cabinet d'architecte. Un travail moins prenant, qui lui laissait plus de temps pour Léo. Il a recommencé à sourire. Un sourire fragile au début. Puis de plus en plus franc. Je le voyais devenir le père qu'il avait toujours voulu être, présent, attentif, aimant. La tragédie l'avait brisé. Mais elle l'avait aussi révélé à lui-même. 1 an après le procès, Julien m'a annoncé qu'il avait commencé une thérapie. Pour lui. Pour faire face à la trahison. À la colère. Au deuil de la femme qu'il avait cru aimer. C'était un pas immense. Le signe qu'il était prêt à avancer. Non pas en oubliant, mais en intégrant le passé dans son histoire. Parfois, Léo me posait des questions sur Chloé. Est-ce que maman aimait peindre? Comme toi. La première fois. La question m'a prise au dépourvu. J'ai hésité. Puis, j'ai choisi la vérité. Une vérité simple. Non. Mon trésor. Mais sa maman à elle. Ta grand-mère Sophie. Aimait beaucoup peindre. Elle était une artiste. Je lui ai montré une photo de Chloé. Une photo où elle souriait. Prise avant que l'ombre ne la dévore. Je voulais qu'il garde le souvenir d'une mère aimante. Malgré tout. La complexité et la noirceur. Il aurait tout le temps de les comprendre plus tard. Pour l'instant, il avait besoin de fondations solides, bâties sur l'amour et l'honnêteté. La vie a continué. Elle n'était plus comme avant. Elle ne le serait plus jamais. La cicatrice était là. Visible. Profonde. Mais une cicatrice est la preuve d'une blessure qui a guéri. C'est une marque de survie. 2 ans après ma sortie de l'hôpital, je suis assise dans mon jardin. C'est une belle journée de printemps. Le soleil est doux. Je peins. Léo, qui a maintenant 9 ans, est assis à côté de moi, sur l'herbe, et dessine dans un grand carnet. Il est calme, concentré. Je le regarde et mon cœur se remplit d'un amour si vaste, si puissant, qu'il semble pouvoir effacer toutes les ténèbres. Julien sort de la maison. Un plateau avec 3 verres de limonade à la main. Il nous sourit. C'est un vrai sourire. Qui atteint ses yeux. Pose artistique? Dit-il d'un ton joyeux. Nous buvons notre limonade en silence, profitant simplement du moment. Le bruit des oiseaux, la chaleur du soleil, le rire de Léo qui vient de dessiner un monstre ridicule. C'est ça. Le bonheur.
Pas quelque chose de grandiose ou de parfait. Juste une collection de petits instants de paix. Précieux et fragiles. Je repense parfois à cette salle de bain. À l'obscurité. Au silence. À la fin. Je n'oublierai jamais. Mais cette expérience, aussi terrible fut-elle, m'a appris quelque chose. Elle m'a appris la valeur d'un verre d'eau. La beauté d'un rayon de soleil. La force incroyable de la volonté de vivre. Elle m'a dépouillé de tout. Pour me permettre de me retrouver. Je regarde ma toile. C'est une explosion de couleurs vives. Du jaune. Du rouge. Du bleu. De la lumière. Au centre, il y a une petite porte. Entr'ouverte. Laissant passer un rail de clarté. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Je sais que Chloé sortira de prison un jour. Je ne sais pas si Léo voudra la revoir. Je ne sais pas si Julien trouvera à nouveau l'amour. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Mais aujourd'hui, ici, maintenant, nous sommes en vie. Nous sommes ensemble. Et nous guérissons. Lentement. Douloureusement. Mais nous guérissons. Et c'est tout ce qui compte.